Otep à chacun d'entre vous, que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Aujourd'hui, je vais aborder les bases élémentaires de la sorcellerie véritable. Vous avez entendu, bien sûr, ce groupe de mots, sorcellerie véritable. Je m'explique. Je voudrais que vous évitiez les a priori, les préjugés et les éléments de langage que l'Occident utilise pour vous détourner de la science authentique. Parce qu'en vérité, la sorcellerie authentique, originale, existe. Vous savez, c'est comme en politique aujourd'hui. Lorsqu'on veut décrédibiliser un gouvernement, on utilise les mêmes mots, mais on tord les coups à ces mots en les mettant dans des contextes précis. Souvent, on appelle ce jeu-là les éléments de langage. Lorsque une nation comme la Russie fait ce que la Russie appelle son opération militaire stratégique, l'Occident utilisera le mot agression. Vous voyez, ou utilisera un autre mot. Peu importe. Lorsque en Afrique, il y a donc une population qui se soulève pour dire fin de la France-Afrique, eh bien, les Occidentaux vont utiliser les mots de putschiste. En fait, il y a des mots qui sont comme des codes auxquels on a donné des définitions et des significations et on se les approprie, on les utilise, on les met dans la bouche des médias et finalement, eh bien, on fait le contrôle mental des populations. La colonisation a fait pareil avec nous. Les gens sont arrivés, ils ont d'abord volé toutes nos connaissances, ensuite ils ont décrété que nos connaissances étaient mauvaises, tout en les prenant et en les mettant dans leur musée, tout en adorant le Dieu que nous leur avons enseigné. Donc vous comprenez qu'en fait, c'est un jeu de dupes. Pour comprendre une philosophie, pour comprendre un mot, pour comprendre la signification d'une, je vais appeler ça, d'une métaphysique spirituelle africaine, il faut donc se retrouver, se situer à nouveau dans notre langage africain. Et en Afrique, quand on parle de sorcellerie, quand on parle de Azé Kokorabi, quand on parle de Azénoukou, en fait, jusque-là, à la base, fondamentalement, il ne s'agissait aucunement de malfaisance, il ne s'agissait aucunement de mauvaises choses, il ne s'agissait aucunement de maléfique ou d'obscurantisme et tout ça. Vous savez que dans toute science, comme dans la science dite occidentale aujourd'hui, on peut utiliser la bombe atomique ou on peut utiliser l'énergie nucléaire pour électrifier une cité. Tout dépend donc de l'éthique ou du paradigme éthique et moral dont chacun fait preuve. J'ai coutume de dire que la sorcellerie, c'est comme un couteau. On peut l'utiliser pour exercer une activité culinaire, comme on peut l'utiliser pour égorger quelqu'un. Ce n'est pas le problème du couteau. Le couteau demeure ce qu'il est, un objet qui permet de trancher les choses. Vous avez donc compris que le problème, ce n'est pas la sorcellerie en soi. Du moins, c'est ce mot même qui n'est pas convenable, mais on l'utilise généralement. Ce n'est pas la sorcellerie en soi. La sorcellerie est tout simplement un ensemble de techniques, je vais arriver à la compréhension métaphysique, et que l'individu utilise selon son propre paradigme éthique et moral. Maintenant, comme je l'ai promis, nous allons entrer dans les bases élémentaires de la sorcellerie et vous allez comprendre que vous devez, et je dis bien vous devez, et je le dis une dernière fois, vous devez utiliser la sorcellerie. C'est obligatoire, c'est incontournable, ça fait partie du cheminement spirituel. Vous allez trouver de ces personnes qui vous diront non, la sorcellerie n'est pas une bonne chose, on ne peut pas faire ceci. Je les comprends. Tout dépend donc du facteur de confusion qui règne dans leur esprit. Le facteur de confusion étant le fait que vous désignez une chose, tout le monde en parle, mais personne ne se repose pour se dire, mais ce dont on parle là,
de quoi il s'agit? Est-ce que nous en avons tous la même compréhension de son principe premier, de son origine et de son authenticité? À partir du moment où on va comprendre ce qu'est la sorcellerie, c'est-à-dire ses bases élémentaires, je pense que vous allez faire une correction dans votre mental pour appréhender la sorcellerie autrement. Car aussi vrai que nous sommes dans un monde de dualité, chaque chose a forcément son opposé. Maintenant, revenons à la thématique qui nous parle des bases élémentaires de la sorcellerie. Quelle est l'origine de la sorcellerie? La sorcellerie provient de l'Égypte antique. L'Égypte antique parlait beaucoup plus en utilisant un terme égyptien, c'est la yeka ou la eka. La eka, c'est avant tout un éther, d'accord, ou une éthérette, c'est-à-dire une divinité, un principe premier. Et ce principe premier représente la magie. Vous savez, définir une chose et comprendre la chose dans son symbolisme ou dans sa symbolique, ce n'est pas la même chose. Parce que dans les hiéroglyphes, lorsqu'on écrit Yeka, on comprend qu'il s'agit naturellement de deux glyphes. Il s'agit du glyphe qui est associé au K et d'un glyphe qui est associé à l'infini et qui représente en même temps les 8. De façon métaphorique, on pourrait dire simplement que c'est la disponibilité du pouvoir magique de façon illimitée et infinie. En fait, quand on fait la lecture dans sa compréhension, on voit donc qu'il est disponible une force universelle, une force naturelle infinie qui relie toutes les choses. C'est pourquoi, de façon définitionnelle, la Eka se perçoit comme étant l'art de faire les combinaisons des principes premiers de toutes les choses illimitées et infinies du tout dans une forme d'unité sympathique. Ça veut dire clairement, basiquement, que tous les principes premiers de toutes les choses infinies, illimitées qui existent dans le tout sont reliés entre elles par un lien unique. Et ce lien unique, c'est tout simplement la yeka, la magie. Donc, si on part de ce principe simple, on comprend que la magie à la base n'était pas une mauvaise chose, dans la mesure où la déesse de la Eka, Isis, donc, avait exécuté cette forme de Eka, de cette magie, avec le corps d'Osiris. Lorsque Osiris a été morcelé en plusieurs parties, eh bien, elle a relié toutes les parties du corps d'Osiris. Vous voyez, donc, relier toutes les parties du corps d'Osiris et, naturellement, pratiquer une magie pour pouvoir ressusciter. Or, les parties du corps d'Osiris représentent chaque chose dans la création. Les remettre ensemble, c'est relier les principes premiers de toutes les choses illimitées et infinies de la création de façon symbolique et, naturellement, prononcer la parole pour que toutes les choses émettent leur capacité magique, car toutes les choses sont dotées de leur propre capacité magique. Donc, si je sais comment ajouter tel élément à tel autre élément, eh bien, je fais naturellement de la magie. On peut parler également de la magie dans la cuisine, parce que je sais ajouter tel élément à tel élément et je produis quelque chose de différent. C'est toujours de la magie. Lorsque je peux combiner les principes pour produire un résultat, c'est toujours de la magie. Mais ce n'est pas à cela que je voudrais aller, pour que les gens comprennent bien sûr la différence entre la sorcellerie telle qu'on en parle en tant que sorcellerie obscure et la sorcellerie elle-même en tant que science originale authentique, issue donc de la Yeka. La sorcellerie obscure ou maléfique, ce n'est pas un cheminement initiatique. C'est ce que j'appelle souvent la sorcellerie à deux balles ou à deux sous. Il s'agit donc d'un ingrédient que l'on met dans la nourriture d'une personne parce que c'est un ingrédient qui est pris dans une dimension astrale. Et donc, on vient vous mettre ça dans la nourriture où c'est une composition magique avec des éléments, des ingrédients spirituels et qu'on donne à l'individu pour obliger une séparation de son corps avec son corps astral. Et donc, cet individu est mis alors sous l'influence d'un parrain sorcier qui est un sorcier maléfique, il y en a toujours, qui va maintenant le diriger dans le monde invisible. Et cette personne sortira de son corps régulièrement. Ça peut être un enfant de 8 ans, 7 ans, qui voyage en dehors de son corps, mais sans savoir comment ni pourquoi. Parce qu'en fait, on lui a fait manger quelque chose qui oblige justement la nuit,
lorsqu'on appelle cette chose, cette entité que l'individu a consommée, eh bien, l'individu se sépare de son corps et se retrouve dans le monde astral. Il y a une métaphore qui dit que lorsque le sorcier te fait manger quelque chose, dans la nuit, lorsque tu dors, il vient à toi et puis il dit, ce que je t'ai donné là, remets-moi ça. Or, ce qu'il t'a donné est passé dans le sang et donc tu ne peux plus le rendre. Or, si tu veux le rendre, eh bien, tu te déplaces naturellement avec ton corps astral. C'est une métaphore qui montre tout simplement le piège dans lequel la plupart des personnes tombent lorsqu'on parle de sorcellerie noire. Parce que ce sont des personnes qui vous donnent des ingrédients et vous n'avez aucun contrôle, aucune maîtrise, vous n'avez suivi aucun cheminement initiatique, alors que la véritable sorcellerie, c'est un cheminement initiatique. Et donc, vous n'avez suivi aucun cheminement initiatique et donc vous devenez un sorcier malgré vous, un sorcier maléfique et vous risquez même de faire des choses mauvaises, d'aller chercher les gens, leur corps éthérique et de les consommer en les transformant en poulet ou tout ce que vous voulez. Mais c'est de façon inconsciente, de façon involontaire, parce que quelqu'un d'autre vous a parrainé contre votre volonté et vous a fait manger quelque chose de façon inconsciente et vous ne vous appartenez vraiment pas à vous-même. Nous ne parlons pas de cette forme de sorcellerie. Nous parlons de la véritable sorcellerie qui est une pratique de la magie égyptienne laïque. Je l'ai toujours dit dans plusieurs de mes capsules. La sorcellerie, c'est un ensemble de 3 niveaux que l'on regroupe en Égypte antique dans ce qu'on appelle la science de la métamorphose. On appelle la science de la métamorphose parce que le sorcier a la capacité de prendre n'importe quelle forme. Aujourd'hui, le sorcier peut décider de prendre la forme d'un cafard, de prendre la forme d'un oiseau, de prendre la forme d'un objet, parce que le monde dans lequel il en a la maîtrise, c'est également un monde de métamorphose, c'est le monde astral. Maintenant, revenons à quelque chose de basique pour que vous compreniez très bien. Les 3 niveaux élémentaires que constitue la sorcellerie dans la Eka, qu'on appelle la science de la métamorphose, il y a donc 3 étapes. Et ça, si vous n'avez pas ces 3 étapes de façon initiatique, vous ne pouvez pas accéder à la sorcellerie. Mais comme je l'ai dit tantôt, vous devez devenir sorcier. C'est obligatoire, c'est nécessaire, c'est indispensable. Parce que vous avez besoin de cette étape de la sorcellerie pour aller vers une autre étape. D'autres me diront, non, moi, je ne suis pas passé par cette étape. Si, vous y êtes passé. Vous allez comprendre maintenant pourquoi. Seulement, vous ne lui avez pas donné ce nom ou par peur de lui donner ce nom ou vous n'avez aucune connaissance du nom à lui donner et vous vous dites, non, moi, je ne suis pas sorcier. D'une manière ou d'une autre, si la sorcellerie n'existait pas, eh bien, la connaissance même des plantes n'existerait pas. Parce que c'est la connaissance de la sorcellerie qui permet la connaissance des plantes, par exemple. C'est pourquoi j'ai parlé de l'histoire des jumeaux que j'ai appelés Azé et Aman. Parce que c'est les deux qui sont les premiers jumeaux légendaires, Azé et Aman. Aman, c'est la plante, c'est l'énergie que véhiculent les choses, on va le dire comme ça. Et Azé, c'est la connaissance des principes premiers des énergies que véhiculent les choses. Donc, un jour, ce qui s'est passé, c'est que Azé, lui, il était toujours caché, mais il transmettait ses connaissances à Aman en lui disant, regarde cette plante. Mais c'est Azé seulement qui voyait la plante parce que Azé est associé à l'œil, la capacité de voir. Et donc, Azé voit la plante, discute avec la plante, recueille son principe premier et transmet cette connaissance à Aman, c'est-à-dire la connaissance de la manifestation, de la combinaison des choses. Et les deux étaient très entendants, ils se entendaient très bien, ils étaient très heureux. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, eh bien, tout le monde glorifiait Amma et les gens ne glorifiaient plus Azé. Et donc, à un moment donné, Amma lui-même s'est pris pour l'ensemble de tout ce qu'il avait comme connaissance et Azé était fâché. Tout ça, c'est symbolique. Et donc, parce que Azé est fâché, Azé rentre en conflit avec Amma. Et qu'est-ce que Azé fait? Azé dit, OK, comme c'est toi qui crois tout faire, moi, je me sépare de toi. Et à partir de ce moment, à partir de cette séparation, eh bien, Amma a continué à utiliser les connaissances que Amma avait, mais dans la compréhension de nouvelles connaissances, de nouvelles réalités des choses, Amma sera fortement limité. Et qu'est-ce que Azé a commencé à faire? Azé a commencé à créer des maladies chez les gens pour obliger justement Amma à revenir un peu comme à la table de négociation, à faire savoir aux populations que Azé également fait partie
en tant que lumière du savoir que le peuple doit acquérir et non seulement amant. Et donc, cette légende permet de comprendre qu'en fait, nous avons, êtres humains, l'habitude de séparer les jumeaux, comme de séparer le cerveau droit du cerveau gauche, le cœur droit du cœur gauche. Vous voyez, nous avons cette tendance à diviser les choses, alors qu'en fait, tout fonctionne par dualité. Nous ne pouvons pas séparer Amant de Azé ni Azé de Amant. C'est les deux qui constituent la totalité de la science. Et donc, dans la tradition de l'Égypte antique, il faut savoir que dans la Eka, il y a plusieurs niveaux initiatiques. Les trois niveaux de base sont ce qu'on appelle la science de la métamorphose, qui constitue encore la science de la sorcellerie, mais qui avait un nom. Vous savez, quand on dit un nom, c'est une façon de parler. Je vais dire plutôt qu'il y avait un code linguistique. Ce code linguistique est associé à deux mots en Égypte antique. Il y a le ka, il y a le ba. Le ka, c'est la vitalité et le ba, c'est l'âme. Donc, ces deux éléments sont appelés le ka-ba. Ça signifie quoi concrètement en égyptien antique? Ça veut dire simplement que le ka appartient ou retourne ou est avec le ba. C'est-à-dire que la vitalité appartient à l'âme et la vitalité est à l'âme. Quelque chose de ce genre. Dans le langage initiatique, ce mot est vrai, il est avéré. D'autres personnes l'appelleront sous le nom de Kibo. D'autres l'appelleront également Kibou. Vous voyez, ça veut dire tout simplement qu'en réalité, ce mot désigne vraiment, dans un contexte purement métaphysique, ce mot désigne vraiment ce qu'on appelle la science de la métamorphose, c'est-à-dire la sorcellerie. Donc, quand on dit de quelqu'un qu'il a du kibou, c'est qu'il a tout simplement de la sorcellerie. C'est-à-dire, il a cette capacité magique qui intègre deux choses à la fois, c'est-à-dire le hama et le azé. Le hama ne veut pas dire forcément les plantes. Les plantes sont symboliques. Le hama signifie tout simplement toutes les énergies de manifestation, en l'occurrence les énergies telluriques. Or, les plantes transportent une grande quantité d'énergie tellurique, dont la capacité de maîtriser les énergies de Geb, les énergies de, telluriques, je vais le dire comme ça. Et cette énergie tellurique doit être associée donc à une autre forme d'énergie, qui est donc une énergie associée donc à l'âme. Donc, nous avons ces deux courants d'énergie qui constituent donc le Ki-Bu, qui est un autre nom dans le langage métaphysique de ce qu'on appelle la sorcellerie. Maintenant, revenons à ces trois niveaux de la sorcellerie de façon claire pour que les gens n'y voient pas de la mystification. Le premier niveau de la sorcellerie, c'est la maîtrise de son corps physique. On appelle ça le principe de l'inertie. Ce qu'un sorcier sait faire de façon extraordinaire, c'est l'art d'économiser son énergie. Ce que la plupart des individus inconscients font dans leur vie quotidienne, c'est la dispersion de l'énergie. Les deux sont complètement opposés. Le sorcier, lui, il conserve son énergie, il sait conserver son énergie, mais l'individu ordinaire ne sait pas conserver son énergie. Il dilapide son énergie, il disperse son énergie. Et aujourd'hui, le monde qui s'offre à nous nous montre comment nous devons disperser nos énergies. Nous sommes sur les tablettes, sur les smartphones, à la télévision, dans plusieurs réseaux sociaux, et notre énergie du cas est complètement dispersée. Le danger avec l'artificiel, c'est la dispersion de notre énergie de vitalité, de notre cas. Vous avez quelqu'un qui est aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui fait ceci, qui fait cela, mais il ne se demande pas comment fonctionne son cas. Mais avant d'arriver à son cas, je suis d'abord au niveau du premier niveau, c'est le corps physique. Parce que celui qui fait l'expérience, ou cette partie de nous qui fait l'expérience de l'économie de l'énergie spirituelle, c'est d'abord notre corps physique. Et donc le sorcier, il est celui qui maîtrise la loi de l'économie de l'énergie. Et lui, il pratique une technique qu'on appelle la technique de l'inertie du corps. Le sorcier apprend à rendre ou à mettre son corps en hibernation. C'est une fonction très importante de la sorcellerie, savoir mettre son corps en hibernation. D'ailleurs, certains animaux le font. Ou, pour ne pas aller plus loin, autant si loin, eh bien, savoir mettre son corps en inertie. Ça, c'est le premier niveau. Donc, le sorcier, il va à un moment donné se focaliser sur son corps.
Parce que son corps est très important pour le sorcier. Vraiment, le corps est très important pour le sorcier. D'ailleurs, s'il doit prendre une autre forme ou un autre corps, vous comprenez qu'il doit avoir une maîtrise totale de son corps. Et ce que le sorcier fait en ayant une maîtrise de son corps, c'est d'éliminer en grande quantité les éléments réflexes de son corps. Et donc, le sorcier apprend à rendre son corps immobile. Si vous arrivez à rendre votre corps vraiment immobile, encore immobile, ce que l'homme ordinaire n'arrive pas à faire, parce que dès qu'il est immobile, il est agité, ses pensées s'agitent, il n'arrive pas à maîtriser son corps. Or, s'il ne maîtrise pas son corps diffuse de l'énergie. Donc, il rentre dans une dispersion d'énergie. Il ne sait pas conserver son énergie. Il ne peut pas être un sorcier parce qu'il ne maîtrise pas l'art de la conservation de son énergie par le pouvoir de l'inertie. Donc, la première étape que le sorcier maîtrise, c'est justement l'immobilisme ou l'immobilisation ou l'immobilité de son corps, quel que soit le mot que vous voulez. Donc, il apprend à immobiliser son corps, à rendre son corps inerte. Souvent, il doit rendre son corps aussi inerte qu'un arbre et aller encore plus loin, aussi inerte qu'un rocher, qu'une pierre. De telle sorte que quand quelqu'un passe à côté de lui, on ne doit même pas savoir que c'est un corps vivant. C'est une technique de la sorcellerie qui est très importante à acquérir pour beaucoup de personnes. Ça prend sur le chemin de l'initiation véritable à la sorcellerie, ça prend plusieurs mois. Chez d'autres, ça peut prendre plusieurs années. C'est la première étape. L'inertie du corps, rendre le corps immobile, apprendre à rendre le corps immobile. Et donc, le sorcier ne s'investit pas dans des gestes inutiles, parce que tout geste pour lui est, est un élan d'énergie. Par exemple, lorsque je fais comme ça, vous ne voyez que la main qui passe ou les doigts qui passent. Mais en fait, sur le plan énergétique, je viens de libérer de l'énergie. Vous voyez? Et donc, la plupart du temps, quand les gens font n'importe quel mouvement ou se mettent n'importe comment en colère, eh bien, vous allez voir que ce sont des gens qui perdent énormément d'énergie. Et ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'en réalité, ils créent une catastrophe au niveau de leur énergie. Leurs énergies sont complètement dispersées et donc déséquilibrées. Le sorcier a l'air d'être froid. C'est-à-dire, quand vous le voyez, il est froid. Même ses propres émotions sont sous son contrôle. Et donc, il peut faire semblant de pleurer si c'est un mauvais sorcier à la mort de quelqu'un que lui-même il a tué ou qu'elle-même a tué. Et pourtant, ses émotions ne sont pas affectées parce qu'en réalité, il a appris la première chose à faire, c'est la maîtrise de son corps physique. Est-ce que vous imaginez que vous, et ça va arriver, hein, on va dire développement personnel et sorcellerie, si vous apprenez aux gens dans une administration à maîtriser leur corps, vous n'imaginez pas l'immense pouvoir que vous leur donnez. Parce qu'il y a la maîtrise du stress, vous voyez, la maîtrise des éléments réflexes de son corps et l'augmentation de l'énergie de son corps. Et surtout, on le remarque chez certains animaux. Le chat ne fait pas n'importe quel mouvement. Vous voyez, le chat ne fait pas n'importe quel mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que le chat est totalement conscient de n'importe quel mouvement le chat fait. Le chat est totalement conscient de n'importe quel mouvement il fait. Parce que justement, le chat est un symbole important de la conservation de l'énergie. Donc, cette première étape fait partie de l'initiation authentique du Kibu, c'est-à-dire de la sorcellerie authentique, dans le langage dont nous sommes en train de parler. Ensuite arrive la deuxième étape, puisque le Kibu signifie son Ka doit retourner à son bas, le retour du Ka au bas. Le Ka est au bas, c'est-à-dire est à l'âme. La vitalité est à l'âme. Alors, la deuxième étape, c'est l'étape la plus importante. Elle ne vient ou ne se libère qu'à partir de la première étape. Donc, si la première étape n'est pas maîtrisée, il n'est pas évident que l'individu accède à la deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la maîtrise du cas, c'est-à-dire la maîtrise de sa vitalité. Le sorcier excelle dans cet art, dans la capacité à ordonner à la vitalité, à maîtriser la vitalité. Ce que le sorcier va prendre, va transférer d'un élément vers un autre élément,
Ce que le sorcier va manipuler, ce que vous appelez les énergies, ce que le sorcier va manipuler notamment, c'est le Ka. Le Ka est le centre des énergies parce que le Ka est le réceptacle de tous les autres corps. Et donc, une fois que le sorcier maîtrise son Ka, je dis bien sa vitalité, il peut libérer son âme, il peut libérer son bas. Celui qui ne maîtrise pas son Ka, qui ne maîtrise pas sa vitalité, ne peut pas libérer son âme. Or, l'ultime étape qui permettra au sorcier d'atteindre la métamorphose, c'est de libérer son bas, c'est-à-dire son âme. Si vous voulez, pour le moment, de libérer le corps dans lequel son âme se trouve, c'est-à-dire le corps astral. Il est important de comprendre ces bases élémentaires. Donc, la maîtrise du Ka ne peut être comprise que lorsqu'on a maîtrisé le corps physique, qui est très important pour le sorcier, où il pratique la loi de l'inertie, le principe de l'immobilité totale. C'est très important parce que c'est ce qui lui permet d'éliminer les réflexes, d'avoir une maîtrise consciente de son corps et de pouvoir passer du corps à la vitalité. Lorsqu'il passe à la vitalité, il rentre dans un champ fluctuant, un champ dans lequel il commence déjà à ressentir, disons, un flottement, car le corps éthérique est avant tout un corps intermédiaire possédant une double nationalité, la nationalité du corps astral et la nationalité du corps physique. Donc, c'est un corps de transition. C'est un corps important parce qu'il permet au sorcier de passer du corps physique à l'âme, de passer de l'âme au corps physique. L'importance du corps de la vitalité, c'est surtout dans la transformation des éléments. Parce qu'un sorcier a besoin de ce corps éthérique pour euh, faire passer un élément astral dans un monde physique. Comme je l'ai dit, le corps éthérique est un corps qui possède une double nature, une nature astrale et une nature physique. Lorsque le sorcier maîtrise donc son corps éthérique, il a la possibilité de prendre des éléments de l'astral et de les amener dans le corps, dans le monde physique, et de prendre des éléments du monde physique et de les envoyer dans le monde astral. Parce que ce pont lui permet de faire transiter un élément d'une dimension à une autre. Donc, ce n'est pas étonnant que le sorcier, par exemple, fasse apparaître dans votre chambre quelque chose qui n'y était pas. C'est tout à fait normal pour le sorcier parce qu'il peut prendre la chose de chez lui et passer donc dans l'astral, ou il peut prendre la chose dans l'astralité et faire passer la chose dans le monde physique simplement en utilisant de la vitalité, de cette chose qui va densifier un corps. Il peut même créer une forme temporaire. C'est-à-dire, une fois qu'il fait passer l'objet de l'astral dans le monde physique, la chose peut apparaître de façon temporaire. Par exemple, il fait apparaître un serpent dans votre chambre et ensuite, quand vous cherchez, vous ne trouvez pas le serpent. Parce que cette dimension-là de la vitalité, elle est très importante. Imaginez un instant que vous avez un pont, d'accord? Et le pont se trouve entre deux mondes, le monde invisible et le monde visible. Et le juste milieu de ce pont permet de faire quoi? Quand vous prenez n'importe quel élément du monde physique et dès que vous traversez le milieu, l'élément physique disparaît et devient invisible. Est-ce que vous voyez? Et de la même manière, quand vous prenez un élément du monde invisible et vous passez juste le milieu ou la frontière, cet élément invisible devient totalement visible. Vous imaginez quelqu'un qui a un tel pouvoir, c'est extraordinaire. Il faut retenir que la véritable sorcellerie, à la base, existait pour la guérison, pour aider les gens, pour faire prospérer les terres. Parce que, justement, on pourrait faire les bénédictions des terres. On pouvait faire les bénédictions des familles. On pouvait faire les bénédictions pour qu'il y ait des enfants. Parce que en maîtrisant ce pouvoir incroyable de la vitalité, eh bien, on peut rendre viril un homme qui n'était pas viril. On peut rendre une femme fertile et féconde si la femme ne l'était pas. Vous voyez, on peut transformer les choses. On peut transformer la nature des choses en agissant sur le Ka, l'énergie vitale de la chose. Donc, le Kibu, à la base, est une science fondamentale formidable qui permet justement de maîtriser la vitalité des choses de la création. Et une fois que vous maîtrisez la vitalité des choses, vous pouvez les modifier. Donc, ce deuxième niveau est très capital pour le sorcier. Parce que quand le sorcier va appeler les choses et leur nature, il va appeler en fait la vitalité des choses. Il appellera la vitalité de l'arbre, la vitalité du coquillage, la vitalité de ceci, la vitalité de cela.
Et lorsque le sorcier mauvais également veut vous attaquer, lorsqu'il rentre dans vos rêves, c'est pour pouvoir prendre votre vitalité. Pas directement votre âme, mais d'abord votre vitalité. De telle sorte que lorsqu'il crée une maladie dans votre vitalité, le corps physique, lui, semble être en bonne santé, mais à un moment donné, le corps physique tombe malade, puisque le corps éthérique est la charpente du corps physique. Mais quand le corps physique tombe malade et qu'on va faire les consultations, on ne voit rien. On ne voit rien. Pourquoi? Parce que les attaches, les envoûtements, les ensorcellements sont dans le corps éthérique et n'apparaissent pas dans le corps physique. Parce que le sorcier ne veut pas qu'ils apparaissent. Tout comme le sorcier peut les faire apparaître. Et vous verrez par exemple des enfants dans le ventre physiquement attachés, alors que d'autres, on ne les voit pas physiquement. Vous savez, celui qui maîtrise le passage, il peut faire ce jeu-là. Et donc, le rôle des kibou, c'est en réalité d'élever, c'est pour ça qu'on dit kibou, retourner le cas au bas, c'est d'élever la création vers un niveau de spiritualité. C'est pourquoi la signification, je ne parle pas de définition, la signification du mot kibou dans le langage ésotérique signifie tout simplement les connaissances entrantes et sortantes. Oui, ainsi dit, ça ne signifie rien. Mais pour nous, les initiés, ça signifie beaucoup. Quand on parle de connaissances entrantes et sortantes, c'est une métaphore. Donc, la sorcellerie, eh bien, c'est des connaissances entrantes et sortantes. Ça revient toujours à Ama et à Zé, des connaissances entrantes et sortantes. C'est très important de comprendre cette base-là. Ce sont des connaissances entrantes et sortantes. Vous voyez, c'est basiquement ça, le kibou. C'est basiquement ça, ce qu'on pourrait appeler la science de la transformation, de la métamorphose, qui est encore appelée la sorcellerie, mais pas la sorcellerie mauvaise. Je parle de la sorcellerie véritable qui passe par une initiation à la sorcellerie. Arrive donc le troisième niveau, la troisième étape. Cette troisième étape concerne justement le bas. On a parlé du corps, du jet, donc le corps. On a parlé donc du cas et on parle maintenant justement du bas, qui est donc l'âme. L'âme, ce n'est pas le corps astral. L'âme, c'est la conscience qui est à l'intérieur du corps astral. Mais le corps astral est ce qui nous intéresse ici. Pourquoi? Le sorcier, en général, ne peut pas dépasser le niveau astral. Le sorcier mauvais ne dépasse pas le niveau du bas astral. Parce que, parce qu'il faut qu'on explique pourquoi. Parce que dans le bas astral, il y a ce qu'on appelle les ombres. Cela fait partie également des corps de l'Égypte antique qu'on cite. Il y a l'ombre. Il y a donc le monde des ombres. Le sorcier mauvais a besoin donc d'utiliser le monde des ombres. Or, s'il veut utiliser le monde des ombres, il ne peut pas aller vers le monde de la lumière, ce qui lui est impossible d'ailleurs, parce qu'il a besoin des ombres, des énergies basiques, des énergies négatives, mauvaises, pour pouvoir opérer sa magie. Or, ces énergies, cette force-là, se trouvent souvent dans le bas astral. Donc, ce n'est pas que quelqu'un empêche le sorcier mauvais d'aller plus loin, c'est que les matières premières de ce qu'il veut faire se trouvent dans le monde du bas astral. Donc, il ne peut pas aller plus loin que cela. Par contre, le sorcier authentique, véritable, qui a subi une initiation et qui veut aller justement utiliser la lumière, et d'ailleurs, les véritables sorciers utilisent toujours la lumière, pour utiliser la lumière, la pure lumière, sont obligés de passer de l'astral médian, du milieu astral, vers l'astral supérieur, qui conjugue directement avec la pure lumière astrale. Il y a donc dans le monde astral trois étapes, trois parties. Il y a le bas astral, d'accord? Il y a le middle astral, l'astral moyen et l'astral supérieur. Dans le bas astral, on a tout simplement les ombres. On a donc, disons quoi, les esprits élémentaires ou les coqs abandonnés, des personnes qui ont transcendé, où on retrouve également les esprits piégés qui peuplent le monde souterrain. Dans le middle astral, dans l'astral moyen, nous avons de la matière astrale, comme ici on a de la matière physique. Mais dans le haut astral, dans l'astral supérieur, on a la lumière astrale.
Et donc, le sorcier véritable qui suit un cheminement initiatique peut, compte tenu de son paradigme éthique et moral, aller directement dans la lumière astrale parce que son intention, c'est justement d'utiliser la lumière de l'esprit. Or, l'euro astral se rapproche énormément de l'esprit. Donc, c'est compte tenu de là où vous voulez vous situer, c'est ces énergies-là que vous utilisez. Donc, on ne peut pas dire au regard de tout cela que la sorcellerie est une mauvaise chose. Non, c'est réfléchi comme un enfant malade mental. Non, on doit dire plutôt que, bon, la sorcellerie, selon l'étape où l'individu se trouve et selon ses motivations, peut servir pour le bien, comme cela peut servir pour le mal, tout comme la politique aujourd'hui sert pour le bien et comme ça peut servir également pour le mal, comme toute chose a une dualité. Tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Donc, une fois que l'individu arrive maintenant, puisqu'il peut maîtriser sa vitalité et donc séparer son corps astral de son corps physique, il entre alors dans le monde astral. Il entre dans ce qu'on appelle l'astralité. En entrant dans l'astralité, la première chose que le sorcier va maîtriser, c'est le pouvoir des rêves. Parce que celui qui arrive à atteindre la conscience astrale est en mesure de se déplacer dans l'astral, mais surtout de pénétrer les rêves des autres qui sont des inconscients dormeurs dans leur maison. Et donc, le sorcier peut voyager. Étant donné que le monde astral est toujours plus grand que le monde physique, le voyage est une métaphore. Il peut juste instantanément se retrouver dans le rêve d'une personne. Parce que justement, le monde des rêves est vaste. Chacun peut faire les rêves à sa façon, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un seul monde des rêves. Chacun expérimente ce monde des rêves selon sa nature. Mais le sorcier, eh bien, comme le monde des rêves est également le monde astral, qu'est-ce qu'il fait? Il peut facilement pénétrer dans votre monde astral, c'est-à-dire dans votre monde des rêves. Vous allez me dire, mais comment une chose, telle chose est possible? Revenons au monde physique, par exemple. Vous avez votre maison. Mais étant dans votre maison, vous ne faites que dormir 24 heures sur 24. Donc, vous avez une maison et dans la maison, il n'y a que l'obscurité. Or, vous avez le sorcier, il est comme un chat, il a les yeux du chat, c'est-à-dire, il pratique la science, il pratique l'occultisme, donc il peut voir dans l'obscurité, c'est-à-dire voir dans le secret des choses. Et donc, votre obscurité dans la maison, pour lui, c'est totalement de la lumière et c'est bénéfique pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se déplace tout simplement dans votre maison. Vous, vous êtes un inconscient dormeur et lui, il est le conscient qui se déplace dans votre maison, même la lumière éteinte. Qu'est-ce que je vais dire par cette métaphore? Ça veut dire tout simplement que tant que vous-même, vous êtes des dormeurs inconscients, c'est normal que le sorcier ait une certaine ascendance sur vous. En Égypte antique, le sommeil est défini comme étant le point d'éveil. On appelait ceux qui dormaient ceux qui étaient éveillés, parce que le rêve est compris comme étant le premier éveil. Donc, celui qui dort ne dort pas. Celui qui dort, en fait, il est éveillé de l'autre côté. Mais aujourd'hui, dans notre civilisation, pseudo-civilisation, on considère le sommeil comme une mort, quoi. Un sommeil, je dors, je dors. Je ne veux rien avoir de l'autre côté. Alors que dans la science égyptienne, dormir, c'est justement être éveillé de l'autre côté. Vous voyez donc qu'en réalité, c'est la compréhension qu'on a du sommeil et des rêves qui pose problème. Si on enseignait à tous les enfants à la base qu'il y a deux mondes, il y a un monde dans lequel eh bien, le corps doit être dans l'inertie. Mais quand le corps atteint son point d'inertie, qu'est-ce qui se passe? On est éveillé de l'autre côté. Vous voyez? C'est très simple. Alors, qu'est-ce que les enfants feront? Eh bien, les enfants, la nuit, ils vont pratiquer l'inertie et ils vont s'éveiller de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, l'enfant, il dort même pas dans l'inertie, conscient. Ensuite, il est inconscient dans le monde des rêves. Or, le sorcier, il a cette technologie. Eh bien, lui, il se déplace consciemment dans les rêves des gens qui ne sont pas conscients. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier votre rêve. C'est-à-dire, ayant la texture de votre rêve, il peut créer des trous dans vos rêves dans lesquels vous tombez. Il peut facilement vous attacher. C'est comme, de façon très basique, quelqu'un qui se saoule complètement et qui dort, qui tombe dans la rue. Ben, ce qu'on fera de cette personne n'en saura absolument rien. Est-ce que vous voyez? C'est donc, de façon littérale, abuser d'une personne. Abuser d'une personne dans un état de totale inconscience, dont la personne est complètement saoulée, la personne ne s'appartient plus,
eh bien, vous pouvez déshabiller la personne, violenter la personne, faire ce que vous voulez avec la personne, et malheur à cette personne si c'est une femme, eh bien, elle n'en saura rien parce qu'elle est totalement inconsciente. C'est ce que vous avez aujourd'hui dans vos sommeils. Vous n'êtes pas éveillé de l'autre côté. Donc, le problème, ce n'est pas le sorcier qui veut vous faire du mal. Le problème, c'est vous. La question est pourquoi, Seigneur, pourquoi, vraiment pourquoi vous n'apprenez pas à être éveillé de l'autre côté? C'est ça la question basique. Donc, vous comprenez avec moi que le chemin qui mène à la véritable sorcellerie ou à la sorcellerie véritable est obligatoire, car la même clé qui ferme une porte est la même clé qui permet de l'ouvrir. Vous devez apprendre ces techniques parce que ce sont des techniques de la sorcellerie ou de la nature des choses. Ce ne sont pas des techniques qui appartiennent à un sorcier pour faire du mal, non. Ce sont juste des techniques. Maintenant, ces techniques-là, eh bien, vous pouvez les utiliser pour faire du bien, comme vous pouvez les utiliser pour faire du mal. Imaginez un instant que vous avez maîtrisé ce art. Ça veut dire que vous pouvez protéger vos enfants, vous pouvez les guérir, vous pouvez délier ce qui est lié. Et surtout, vous pouvez également voyager dans le rêve de votre conjoint ou de votre conjointe ou rendre visite à vos enfants, quelle que soit la distance. C'est parce que cette société semble nous faire croire que nous sommes des matérialistes. Il n'y a qu'un seul monde, celui ici. Ensuite, on meurt, bon, chacun se débrouille après. Alors que dans l'Égypte antique, les choses fonctionnent par dualité. Nous sommes habitants de deux mondes à la fois. Et notre rôle, c'est d'être conscient des deux mondes à la fois, pas d'un monde. Quand on est hypnotisé par un seul monde, on est aveugle. Mais quand on est éveillé dans les deux mondes, on n'est plus aveugle parce qu'on voit la réalité des deux mondes. On voit pourquoi le petit bouton là est petit bouton parce qu'on a accès, on voit pourquoi le petit bouton est le petit bouton, excusez-moi, on voit pourquoi le petit bouton est le petit bouton, parce qu'on a accès non seulement au petit bouton, mais on a accès également à sa véritable nature. Donc, il est très clair pour nous aujourd'hui que, de façon basique, vous devez prendre le chemin de la sorcellerie véritable. Et je parle de la sorcellerie véritable initiatique. Vous avez donc compris que je viens de partager avec vous les bases du Kibu, c'est-à-dire la sorcellerie véritable, qui permet de rendre le cas à son bas, qui permet donc l'inertie du corps, la libération de la vitalité et le retour de la vitalité à son bas. Ensuite, vous avez compris que c'est à partir de là que commence la yeka, puisque à partir de là, l'individu s'ouvre à une possibilité infinie d'énergie, de capacité d'utiliser des principes de la création pour agir sur les choses. Vous devez chercher la science de la sorcellerie véritable. Oubliez tout ce qu'on vous a appris sur la sorcellerie. Elle est mauvaise, elle est méchante, elle est ceci, elle est cela. C'est une méthode, c'est une stratégie pour vous éloigner de la sorcellerie. Le fait de vous éloigner de la sorcellerie, je vous assure, n'éliminera aucunement la sorcellerie de la nature. Elle sera toujours de la nature. Elle fait partie de la nature. Elle est un principe fondamental de la nature et personne ne peut échapper à cela. Arrêtez également d'écouter les pseudo-connaisseurs qui prétendent que oui, on connaît la sorcellerie, patati patata. Non. La sorcellerie, il y a des bases élémentaires pour ça. Et la spiritualité, je vous l'ai toujours dit, elle est purement, simplement scientifique. Alors, j'ai voulu faire courte cette capsule pour permettre à chacun de réfléchir. Ceci peut être pris comme une introduction pour que vous maîtrisiez les bases de la sorcellerie. En résumé, la sorcellerie, le Kibu, signifie tout simplement connaissance entrante et sortante. Ça, c'est de façon symbolique. Il s'agit donc de comprendre que la sorcellerie est une science de la nature qui permet à un individu d'avoir trois états: l'inertie du corps, la maîtrise de la vitalité et le transport. Bien sûr, dans le transport, puisque le corps astral peut prendre n'importe quelle forme, il y a donc la métamorphose ou la transformation, le changement. À partir de ce moment, le corps astral et naturellement l'âme finissent donc par avoir une maîtrise sur la vitalité et sur le corps. Vous comprenez que c'est une science
que nous devons acquérir, qui est fondamentale. Il devrait même exister des universités pour ça, pour que chaque enfant maîtrise la sorcellerie. Nous, nous sommes des Africains. Si le blanc maîtrise sa technologie, nous devons maîtriser la nôtre, qui est la sorcellerie. Dernier élément important. Est-ce que vous savez que pour la sorcellerie, et c'est vrai d'ailleurs, tout ce qui existe possède de la vitalité? Prenons par exemple un avion. Prenons par exemple une voiture. Ce sont des structures, n'est-ce pas? Or, une structure doit avoir un élément structurant. J'en ai déjà parlé une fois ici dans cette capsule. L'élément structurant d'une structure, c'est sa vitalité. Donc, je prends une voiture. La voiture, c'est une structure, d'accord? Une forme d'organisation, même si c'est artificiel. Mais cette organisation ne peut tenir que parce que, eh bien, circule dans toutes les parties de cette structure une énergie structurante qu'on appelle la vitalité de la voiture. Alors, qu'est-ce que le sorcier va faire? Le sorcier, lui, il ne s'intéresse pas à la structure qui est le corps de la voiture. Il s'intéresse au structurant ou à l'énergie structurante qui est donc la vitalité, justement, de la voiture. Et donc, lui, il va aller dans le monde éthérique de la voiture parce que tout ce qui existe possède une nature éthérique. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier l'énergie éthérique de la chose. Ce qui fait que vous allez vouloir démarrer la voiture, eh bien, elle ne démarrera pas. Vous allez dire, mais tout fonctionne bien, mais pourquoi elle ne démarre pas? C'est là qu'une autre compréhension se mettra en place au sein même de la science. Une chose, et je répète, une chose peut avoir son corps pendant que son énergie est modifiée. Ça veut dire que on peut avoir la forme d'une chose ou le corps d'une chose, alors que son énergie est modifiée et contraire à la forme. De telle sorte que, eh bien, la chose ne produit pas. Comme si on mettait un coupe-circuit dans l'énergie de la chose. Donc, le corps est là, mais eh bien, il n'est plus viable parce qu'on l'a coupé de son énergie vitale. Et donc, le sorcier, lui, c'est ce qu'il fait avec la voiture. C'est ce qu'il fait avec un corps physique. C'est ce qu'il fait avec vos projets. Il va à l'intérieur de votre projet, il prend l'énergie du projet et puis il court-circuite l'énergie du projet. Vous imaginez, c'est un grand pouvoir. C'est un pouvoir que je peux représenter de la façon suivante. Vous avez donc des gens qui veulent quelque chose. On les met dans une chambre. Et vous avez dans une autre chambre les gens qui décident de ce que les gens veulent. Alors, entre les deux, qui a le pouvoir? Les gens peuvent bien vouloir ce qu'ils veulent. Mais si c'est les gens-là qui décident de ce qu'ils doivent vouloir, vous savez qu'eux, ils peuvent modifier ce qu'ils veulent. Donc, en fait, ceux qui veulent croient que c'est eux qui veulent, alors que leur volonté ou leur vouloir est défini par ce que les autres qui décident veulent pour eux. Donc, ce qui est sûr, c'est le pouvoir important. Ce pouvoir existe aujourd'hui en politique, mais sous une autre forme. Je vais m'arrêter là pour ne pas faire longue cette capsule. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que vous avez compris l'approche scientifique que j'ai voulu donner à la chose pour que les gens comprennent encore une autre dimension de la sorcellerie. Mais ce qui est important pour moi, c'est de vous exhorter à aller vers le Kibu, c'est-à-dire la science de la métamorphose, encore appelée les connaissances entrantes et sortantes, symboliquement bien sûr. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix à vous.